Vous écoutez RFI, il est 18h ici à Paris, 17h en temps universel. RFI Soir, Romain Ozoui. Lundi 16 février, bonsoir à tous. Soyez les bienvenus dans la session soirée de l'info. Sur RFI, c'est parti pour 3 heures d'actualité. Voici le programme. Accent d'Europe, dans 10 minutes, sera en Suède, où les autorités prévoient d'abaisser la responsabilité pénale à 13 ans. Immersion également, toujours dans Accent d'Europe, au sein d'un pôle international d'astrophysique. Ça se passe, tenez-vous bien, au cœur de la Sardaigne rurale. Juste après le débat du jour, nous sommes à 1 mois, moins 1 jour du premier tour des élections municipales en France. Et dans cette perspective, on posera la question, est-ce qu'il faut renforcer le pouvoir des maires ? Est-ce l'État, aujourd'hui, qui décide tout, finalement, aux grandes dames des autorités locales ? Comment faire évoluer la situation de ceux qui sont les élus préférés des Français ? Eh bien, réponse à suivre dans 30 minutes. Dans 1 heure, le grand journal du soir, 18h30 temps universel Afrique Soir, 19h10 TU, dans 2h10 le décryptage. Hier, s'est achevée la conférence de Munich sur la sécurité. C'est le lieu où s'affrontent les différentes visions du monde. Frédéric Genot pour analyser ce qui se passe chaque année à Munich. Et puis le grand reportage ce soir en Argentine, où la fonte des glaciers réveille les appétits économiques. Sous les décombres des majestueux géants de glace se trouvent des minerais critiques, notamment du cuivre. C'est la fièvre de l'or rouge. Ce sera un grand reportage de Théo Conscience à partir de 19h40, temps universel sur RFI. Mais pour l'heure, il est 17h, bientôt 2 minutes en temps universel. Bonsoir Karine Bélichat. Bonsoir Romain, bonsoir à tous. L'heure de votre journal est à la une ce soir. Eh bien, la France et l'enquête en cours après la mort d'un étudiant d'extrême droite, Quentin Desranques, jeudi dernier. Cette enquête est élargie au chef d'homicide volontaire. C'est l'annonce du procureur de Lyon cet après-midi, alors que l'exécutif pointe déjà du doigt la responsabilité du mouvement d'extrême gauche, la Jeune Garde, proche de la France insoumise. Écoutez Thierry Dran, procureur de Lyon. Il présentait essentiellement des lésions à la tête. Il présentait un traumatisme crânio-encéphalique majeur, en dehors de toute thérapie. Ce traumatisme était de surcroît associé à une fracture temporale droite. Et les experts concluaient que ces lésions étaient au-delà de toute ressource thérapeutique et mortelles à brève échéance. En conséquence, une enquête criminelle des chefs d'homicide volontaire a été confié au service de police de Lyon. Ces derniers ont effectué de très nombreuses investigations, notamment l'édition de plus d'une quinzaine de témoins. Des analyses des vidéos, les vidéos qui ont pu être récupérées, sont en cours. À ce stade, l'enquête cherche à identifier l'ensemble des auteurs directs des faits criminels, en se basant, non pas sur des rumeurs, mais sur des éléments recueillis lors des investigations de police. Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'interpellation. Thierry Dran, procureur de Lyon, le collectif antifasciste dissous la Jeune Garde, proche de la France insoumise, conteste toute responsabilité dans la mort de Quentin Desranques et les tensions sont palpables à l'Assemblée nationale. Sa présidente en a interdit l'accès à un assistant parlementaire de LFI qui, selon plusieurs témoins, était présent lors de cette agression mortelle. Près de sa tombe à Moscou, la mère d'Alexeï Navalny réclame une nouvelle fois justice. Lyudmila Navalnaya s'exprimait ce matin, 2 ans après la mort de son fils, farouche opposant à Vladimir Poutine, mort en prison. Une enquête menée par 5 pays européens publiée ce week-end affirme qu'Alexeï Navalny a été empoisonné avec une toxine rare, ce qui désigne clairement le Kremlin, et des accusations infondées pour Moscou. En Ukraine, l'espoir de paix est mince à la veille de nouvelles discussions avec Moscou à Genève, tant les négociations piétinent. Vladimir Poutine est inflexible, la Russie continue d'exiger le contrôle de larges territoires ukrainiens à l'Est, en pleine guerre. Kiev tente de continuer à mener la lutte contre la corruption et entend le faire savoir. L'ancien ministre de l'Énergie, Herman Aloutchenko, a été interpellé alors qu'il tentait de sortir du pays. Il est soupçonné d'avoir participé à des opérations de blanchiment d'argent. Les précisions sur place d'Emmanuel Chaz. Herman Aloutchenko apparaît à plusieurs reprises dans les 1000 heures d'écoute de l'enquête
l'enquête connue sous le nom d'opération Midas qui a servi à démasquer un réseau criminel et selon les enquêteurs, l'ex-ministre et sa famille ont reçu plus de 6 millions d'euros en transfert et plus de 2,7 millions d'euros en liquide. Selon les agences de lutte anticorruption, le réseau aurait détourné plus de 94 millions d'euros en blanchissant de l'argent du secteur énergétique ukrainien via des comptes bancaires aux Seychelles et aux îles Marshall. Dimanche, l'ex-ministre tentait de quitter le pays en train lorsqu'il a été arrêté par les douaniers et ramené à Kiev. Si cette arrestation rappelle la persistance de la corruption en Ukraine, elle met aussi en avant l'efficacité des agences anticorruption, même en temps de guerre. Leurs enquêtes sont soutenues par la société civile ukrainienne ainsi que par les partenaires internationaux et pour cause, cette lutte est l'une des conditions d'obtention de l'aide internationale à l'Ukraine ainsi que d'une future adhésion à l'Union européenne. Emmanuel Chasse, Kharkiv, RFI. C'est à Genève aussi que se retrouveront demain les Iraniens et les Américains. Téhéran, toujours sous la menace d'une intervention militaire de Washington, juge les attentes de Washington désormais plus réalistes sur le nucléaire, mais toujours hors de question pour le régime iranien d'évoquer d'autres sujets comme son programme balistique, encore moins la répression sanglante du mouvement de contestation le mois dernier. La mission du ministre français de l'Intérieur, Laurent Nunez, en Algérie s'annonce délicate, celle de renouer les liens entre la France et l'Algérie. À l'initiative d'Alger, il a entamé un déplacement de 2 jours dans un contexte de tensions diplomatiques persistantes. Les questions de sécurité sont sur la table, notamment la lutte contre le terrorisme et les narcotrafiquants, ainsi que l'immigration illégale. Dans la Tunisie voisine, de lourdes peines ont été prononcées par la justice vendredi contre les complices de l'assaillant de la synagogue de la Riba sur l'île tunisienne de Djerba en 2023. L'attaque avait coûté la vie à 5 personnes, 2 pèlerins juifs et 3 policiers. Bonsoir Lisa Villy. Bonsoir Karine. Les peines prononcées vont jusqu'à 15 ans de prison. Oui, le 9 mai 2023, des fidèles juifs terminent leur pèlerinage annuel. Des membres de la diaspora et de la petite communauté juive du pays qui vit à Djerba, quand Wissem El Khazri, un gendarme connu pour ses sympathies islamistes, tue l'un de ses collègues sur le port. Puis une quinzaine de kilomètres plus loin, à l'approche de la synagogue, tire sur un garde national qui tente de le contrôler, puis sur un autre. Il tue aussi 2 fidèles juifs, Aviel Haddad, habitant de Djerba, et son cousin marseillais Benjamin. L'assaillant est neutralisé avant d'atteindre la Riba. Ce vendredi, ce sont ses complices présumés qui ont été jugés. Un étudiant qui lui louait un studio, sa mère et sa fiancée condamnés respectivement à 3, 7 et 8 ans de prison pour complicité d'homicide et adhésion à un groupe terroriste. La peine la plus lourde, 15 ans pour un dernier accusé jugé en son absence, dont l'identité n'a pas été rendue publique. L'avocat des parties civiles a regretté le rejet des demandes de constitution de partie civile demandées par une vingtaine de rescapés, à une exception près. Lisa Villy, les avocats de la défense ont déjà annoncé que leurs clients vont faire appel. Au JO de Milan-Cortina, la vie dans les villages olympiques ne se résume pas à la compétition. Preuve en est la pénurie de préservatifs qui sévit à Milan-Cortina. Les explications de Christophe Diremzian. Que ce soit pour fêter dignement une médaille ou la Saint-Valentin samedi dernier, les athlètes ont très vite mis à mal le stock de protection initialement prévu. 10 000 avaient été livrés dans les différents villages olympiques au début des Jeux, à raison de 3 par athlète, mais ils ont tous été écoulés en 72 heures et le fournisseur a promis un réapprovisionnement en urgence de 5 000 unités supplémentaires. Entre-temps, les plus pressés tenteront de trouver leurs préservatifs sur les sites de revente où ils sont déjà proposés à plus de 100 € alors qu'ils sont normalement mis à disposition gratuitement par le comité d'organisation, un principe instauré depuis les Jeux de Séoul en 1988. Il faut dire que ces préservatifs sont aussi un objet de collection car ils sont présentés dans une boîte orange ornée du logo de Milan-Cortina. Ceux qui en font l'usage prévu pourront tout de même trouver un peu juste l'estimation de la quantité de départ. Par comparaison, les athlètes de Paris 2024 avaient reçu 20 protections chacun. Aux Jeux de Rio en 2016, c'était plus de 40, record à battre. Christophe Diremzian, Milan-Cortina, RFI. Et c'est le Suisse Loïc Meillard qui est sacré en slalom
hommes à Bormio. Il décroche ainsi sa 3e médaille des JO après l'argent du combiné par équipe et le bronze du géant. Enfin, la température monte aussi au Groenland, mais ce n'est pas une bonne nouvelle. L'histoire ne dit pas si les tensions diplomatiques ont aussi contribué à ce mauvais bilan. En tout cas, la capitale du Groenland, Nuuk, a connu son mois de janvier le plus chaud jamais enregistré, battant un record qui tenait depuis 109 ans.